infrastructures de transport, les facteurs de production territoriaux vont se développer là où il y a de l'industrie. Vous voyez, moi quand j'ai fait des conférences, j'explique ça, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi on ne fait pas du Havre un grand port comme Rotterdam ?» Parce qu'il n'y a pas d'industrie suffisante pour nourrir ce grand port. On ne va pas faire un grand port disproportionné par rapport aux capacités. Vous voyez, on n'a que ça comme... alors d'accord, il y a Paris dedans, mais enfin, regardez, comparé avec ça, quoi. Ça n'a juste rien à voir. Pareil pour Nantes. Oui, bien sûr qu'il y a l'industrie autour de Nantes. Mais vous voyez que il n'y a pas de grosse péniche sur la Loire. Donc vous n'allez pas réussir à avoir vous voyez, donc on a un effet œuf et poule. L'industrie se développe, c'est là des facteurs de production territoriaux, notamment des infrastructures importantes. Mais les infrastructures se développent eux-mêmes s'il y a l'industrie. C'est ce qu'on appelle justement cet effet d'agglomération. À cet effet d'agglomération lié aux infrastructures, il faut penser aussi aux institutions. Les institutions, c'est un peu différent, ce n'est pas des choses physiques. C'est par exemple le système éducatif, le système législatif. Un pays comme l'Allemagne, il s'est construit en tant que pays au moment de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est achevé en 1870. Toutes les institutions allemandes sont fondées pas fondées, mais sont cohérentes avec son activité économique industrielle. D'ailleurs, on vante souvent le système de formation allemand, qui est un système qui permet à des ouvriers qualifiés, à des techniciens, qui est entièrement concentré sur l'industrie. Alors là aussi, on pourrait avoir en France un système de formation comme on l'invente en Allemagne. Mais si vous voulez former des ouvriers, des techniciens dans le secteur sidérurgique, il faut avoir l'industrie sidérurgique. Et donc, vous voyez, là aussi, il y a l'œuf et la poule. L'industrie sidérurgique sera d'autant plus efficace qu'elle dispose de main-d'œuvre formée, mais cette main-d'œuvre formée ne peut être formée que s'il y a des infrastructures industrielles. Et les institutions, c'est aussi le système légal, c'est aussi le système culturel. C'est énormément de choses qui sont invisibles, mais qui participent à faire, par exemple, de l'Allemagne un pays industrieux. Pourquoi ? Parce qu'il est construit comme ça. L'Allemagne s'est construite au moment de la deuxième révolution industrielle, et ça marque complètement les institutions allemandes. Donc pareil, on peut toujours dire oui, qu'on fasse des Grecs et des Allemands, mais vous voyez comment c'est absurde, je vous montre cette carte, comment c'est absurde de vouloir faire des Grecs et des Allemands, parce qu'il faudrait qu'ils aient accès à la mer du Nord, il faudrait qu'ils aient des institutions solides, inventées il y a 150 ans, 200 ans, qui permettent aux Grecs d'avoir des systèmes de formation comme les Allemands, et on voit bien que c'est totalement impossible. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'on a un espace économique européen qui est profondément hétérogène, à la base. Il est hétérogène. Cette hétérogénéité, elle est le produit de l'histoire. Et sur cette hétérogénéité, on a construit un certain nombre de règles, les règles du marché unique, qui s'appliquent à tous les pays de la même façon. Et là, il y a une forme d'inégalité. Quelles sont les règles du marché unique ? Eh bien, c'est la concurrence libre et non faussée. Libre et non faussée veut dire sans intervention de l'État, sans politique industrielle. Vous l'avez vu lorsqu'on a voulu fusionner Alstom avec Siemens, eh bien, la Commission européenne a dit non, on va faire une entreprise qui aura un pouvoir de monopole. Et donc on rompt la concurrence. Lorsque un État veut subventionner une entreprise, il fausse la concurrence, donc c'est interdit. Le problème, c'est que du coup, on interdit toute intervention publique dans l'industrie, mais on oublie que le territoire européen est extrêmement hétérogène. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe des effets, ce qu'on appelle l'effet de polarisation. Qu'est-ce que c'est que la polarisation ? C'est les moins riches s'appauvrissent et les plus riches s'enrichissent. C'est la conséquence de l'effet d'agglomération, qui agglomère l'industrie là où elle est déjà présente. Et donc, ça produit cette carte-là, qui est l'évolution de l'emploi industriel dans l'Union européenne. Et vous voyez, si je vous la montre en la fin, c'est parce qu'en fait, c'est un peu la conclusion de cela. Depuis qu'on a non pas mis en place uniquement l'euro, parce que je pense que l'euro n'est pas le seul coupable, mais depuis qu'on a organisé l'ensemble de l'économie européenne autour du principe de concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire depuis qu'on a signé le traité de la Tunique en 86, et qu'on l'a progressivement mis en œuvre en libéralisant l'ensemble de l'économie, en interdisant les subventions publiques, en contrôlant très strictement les politiques industrielles qu'on mène, eh bien, on a donc libéré les forces de marché qui, naturellement,
sont allés investir l'activité industrielle, délocalisable, là où elle est la plus efficace. Et donc on a un phénomène de désindustrialisation de la périphérie et de renforcement industriel du centre. Alors ici, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même carte qu'avant. Il y a quelques nuances, alors d'abord parce qu'on n'est pas sur la même période, on est sur une période 2000-2017, période extrêmement longue, et qu'on a des pays qui ont des avantages, non pas historiques et géographiques, mais financiers. Ce sont des pays à bas coût de main-d'œuvre. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie. Et donc c'est grâce, vous voyez, la Pologne a gagné en emploi industriel. C'est un des rares pays à avoir gagné en emploi industriel. Oui, ne soyez pas effrayés par ces chiffres négatifs partout, c'est logique. La mécanisation du travail et de l'industrie, et la hausse de la productivité du travail, nécessairement fait qu'il y a moins d'emplois, avec moins d'emplois on produit davantage. Donc l'Allemagne a beau avoir moins 2,1% d'emplois industriels en 2017 par rapport à 2000, ça veut dire qu'elle produit beaucoup plus à l'échelle industriellement. Pourquoi? Parce qu'avec moins d'emplois on produit davantage parce qu'on mécanise. Donc tout cela ne veut pas dire du tout que les Allemands se désindustrialisent. Par contre, quand vous avez moins 32,7%, moins 27,5%, moins 32,1%, même moins 20%, moins 30%, moins 28%, là vous avez la désindustrialisation. Puisque ça ne suffit pas la hausse de la productivité du travail ne suffit pas à compenser la baisse de l'emploi. Et comme vous voyez, la désindustrialisation se fait dans les territoires périphériques, et alors que les territoires centraux, eux, gagnent en industrialisation. Donc, si on regarde maintenant les balances courantes en 2005-2007, cette fois-ci, on regarde à l'échelle européenne qui sont les pays qui étaient en excédent. Alors, on va voir deux, trois petites choses qui vont être modifiées, parce qu'on a. Il y a deux, trois chiffres qui ne vont pas tellement bien, mais qu'on peut facilement expliquer. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est que tous les pays blancs qui sont en excédent commerciaux, pas en excédent balance courante, sont des pays qui sont au centre. Alors, oui, il faut que j'explique. L'excédent de la balance courante et l'excédent commercial sont liés. C'est-à-dire que lorsqu'on a un excédent de la balance commerciale, on récupère de l'argent et on a de l'épargne en plus. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais le lien entre industrie. Excusez-moi, je vais peut-être un peu vite. Alors je reprends, parce qu'il y a quelques notions économiques qu'il faut que vous sachiez. L'industrie est nécessaire à la balance commerciale. Pourquoi? Parce qu'on ne vend pas beaucoup de services. À l'étranger, on vend des biens qui sont transportables. Bien que la France soit un des pays où le taux de la part de la population active dans l'industrie est très faible, on a 12% quasiment, on dépend comment on compte, moins de 20% en tout cas, c'est certain, d'emplois industriels en France, les 3/4 de nos exportations sont des exportations industrielles. Enfin, biens ou agricoles, les exportations de biens. Bon, évidemment, en Allemagne, c'est encore plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un pays se désindustrialise, il perd la capacité d'exporter. Donc, très vite, il a une balance commerciale déficitaire. C'est le premier lien qu'il fallait faire. Le deuxième lien, c'est que lorsque vous avez une balance commerciale déficitaire, vous êtes en général en besoin de financement. Donc, vous avez une balance courante, elle aussi déficitaire. C'est la raison pour laquelle je fais ce lien-là. C'est-à-dire, je montre que la désindustrialisation, qui est les conséquences de deux choses, d'une hétérogénéité européenne, de l'espace européen d'une part, et d'un système de règles, il faut quand même le dire, du marché unique, qui interdit aux États de compenser cette hétérogénéité en aidant leurs propres entreprises, et de l'absence totale de mécanismes de compensation, crée un phénomène de polarisation, donc de renforcement des pays les plus industriels, et de désindustrialisation des pays périphériques, qui a pour conséquence un déséquilibre commercial, qui lui-même a pour conséquence, vous voyez, un déséquilibre financier, c'est-à-dire cette carte-là. C'est pour ça que ces cartes peuvent quasiment se superposer. Je dis quasiment, et en même temps, vous voyez qu'elles ne se superposent pas complètement. Pourquoi? Parce que la Pologne était en forte croissance industrielle et un pays en fort déficit de la balance courante. Alors il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que ce n'est pas une période de temps, on est avant la crise, 2005-2007. Et l'autre raison, c'est que ce besoin de financement vient du fait que les Polonais
ont vu leur industrie augmenter grâce au financement allemand. Ça veut dire que en fait, cet investissement industriel, il entraîne un déséquilibre de la balance courante. Vous voyez aussi que la Finlande, alors que c'est un des pays qui s'est beaucoup désindustrialisé, a une balance courante excédentaire. Ça, c'est l'effet Nokia. C'est-à-dire que concrètement, à cette époque-là, Nokia était très puissante. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc la désindustrialisation de la Finlande, elle est aussi liée à un effet particulier, qui est l'entreprise Nokia. Voyons quand même deux, trois petites choses. Parmi les pays qui se désindustrialisent, on voit qu'il y a des pays à bas coût de main-d'œuvre, comme notamment la Roumanie. Alors là, il faut bien comprendre que les pays qui sont proches de l'Allemagne n'ont pas les mêmes avantages que ceux qui s'en sont éloignés. Vous voyez que la Bulgarie a l'air de s'en sortir un peu mieux, il faudra voir si c'est vrai à long terme, mais voilà, les pays qui sont proches de l'Allemagne et de l'Autriche s'en sortent mieux, a priori, que les pays qui sont plus éloignés. Donc là aussi, ce phénomène de proximité géographique joue beaucoup. En gros, les Allemands sous-traitent beaucoup plus facilement en République tchèque et en Pologne qu'en Roumanie, et même en Bulgarie. Bien, voilà, donc on a expliqué la crise de la zone euro comme une conséquence du marché unique. C'est ça que je voulais vous faire arriver à ça. La transformation du marché commun en marché unique. Auparavant, on avait un marché commun, c'est-à-dire que les marchandises circulaient librement, mais les capitaux, eux, étaient, si je peux dire, assignés à résidence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de libre mouvement du capital en Europe dans les années 70. Ce n'est qu'à partir du marché unique qu'on a permis cela. Alors, comme il n'y avait pas de libre mouvement du capital, mais en fait, les pays pouvaient organiser leur politique industrielle un peu comme ils le voulaient. Quand on a libéralisé dans les années 90 les mouvements de capitaux, et cette libéralisation elle est totalement achevée au moment où on crée la monnaie unique, alors là, on va avoir ces phénomènes de concentration industrielle qui vont se faire. Et comme on n'a pas d'outils pour les compenser, puis on se retrouve avec ça. Et on se retrouve avec ces déséquilibres financiers qui entraînent la crise de la zone euro. Mais alors, du coup, les autorités européennes, elles vont chercher à répondre à cela. Et comment elles répondent à cela? Eh bien, elles répondent à cela en menant des politiques d'austérité au nom de la compétitivité. Baisser les salaires en Grèce, baisser les salaires en Espagne, baisser les salaires au Portugal. Et quand vos salaires sont suffisamment faibles, vous allez pouvoir réexporter, nous dit-on. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que lorsqu'on baisse les salaires, lorsqu'on mène des politiques d'austérité, les premières victimes sont les industriels. Parce que les industriels, ils ont besoin d'un marché pour produire. Et parce que les industriels produisent ce qu'on appelle un rendement croissant. Ça veut dire que plus les quantités qu'ils vendent sont importantes, plus ils font de profit. Quand au contraire ils ne vendent pas, il faut alors vendre diminuer, alors ils perdent de l'argent et ils font faillite. Quand on regarde les effets des politiques de la Troïka, donc depuis 2009, vous voyez, je vous montre ici un certain nombre de pays, alors je les ai distingués par couleur. Les pays qui s'en sortent bien, c'est la production industrielle. Donc ce n'est pas l'ensemble de l'activité économique, c'est juste l'industrie. Les pays bleus, on se retrouve avec une production industrielle en 2017 supérieure à ce qu'elle était en 2007. Ils s'en sortent bien. Quels sont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, les pays d'Europe du cœur. Le pays vert s'en sort moyennement bien. C'est... Oui, voilà, Royaume-Uni, France. Merci. Je suis mal avec les couleurs en fait, je suis un peu daltonien. Royaume-Uni s'en sort mieux que la France d'ailleurs. Et puis ensuite, pays jaune, c'est la Suède. Orange, Portugal, Italie. Et puis, vous voyez, les deux pays rouges, l'Espagne et la Grèce. Bon, c'est clair, les effets de polarisation se sont accentués après la Troïka. Donc ça veut dire que les politiques d'austérité qui ont été menées au nom de la compétitivité n'ont rien servi du tout à régler les problèmes. Au contraire, elles ont approfondi les problèmes. Je termine sur ce panorama, puis ensuite je reviendrai sur les projets, sur les solutions. Je sais que je vais sans doute largement exposer mon temps, mais je vais essayer de faire le plus vite possible. La spécificité, il faudrait quand même parler deux mots de l'Irlande. Pourquoi je parle de l'Irlande? Parce que, vous voyez, je n'ai pas montré l'Irlande ici. Si j'avais montré l'Irlande, vous avez une explosion de l'activité industrielle. Vous voyez aussi qu'en Irlande, il y avait un souci. Ça ne cadrait pas avec ce que je disais, parce que la balance commerciale était extrêmement excédentaire, alors que la balance courante était déficitaire, ce qui est une aberration économique. En fait, toute l'économie irlandaise est une aberration économique. Je vous montre, regardez. Je fais une comparaison de l'évolution de l'emploi industriel
et de la production industrielle en France entre 2000 et 2015. Alors, là, on a quelque chose qui est cohérent. On a la production industrielle, manufacturière, en bleu, qui s'effondre en raison de la crise et qui reprend un peu timidement après la crise. Et on a l'emploi industriel qui suit globalement une courbe parallèle, même si elle est un peu moins heurtée, parce que forcément on a du mal à licencier des gens, on préfère les mettre au chômage technique, etc. Bon, à la fin on a un écart qui est l'écart de productivité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'emploi baisse plus vite que la production parce que chaque heure de travail est plus efficace. Voici maintenant les chiffres irlandais. L'emploi industriel baisse quasiment comme en France. La production industrielle explose, et elle explose encore plus après 2014, vers 2013. Quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça veut dire que la productivité du travail, vous voyez, a été multipliée par 3? Quasiment. Non, ça c'est pas possible. Les gens ne devaient pas être 3 fois plus efficaces en quelques années. Alors, comment on explique ça? Ben, on explique par les stratégies de dumping fiscal de l'Irlande. En gros, on fait apparaître en Irlande une production virtuelle, qui sont le produit de l'évasion fiscale de certains pays. On va faire des fausses exportations en Irlande, c'est-à-dire des exportations comptables, à sa propre succursale, qui va faire que, je vous explique en 2 mots. Vous produisez, je ne sais pas, un livre pour 20 euros. Ça vous coûte, je dis n'importe quoi parce qu'un livre, ça n'a pas été produit comme ça, mais peu importe. Ça vous coûte 15 euros. Vous faites donc 5 euros de profit par livre que vous vendez. Sur ces 5 euros, vous êtes taxé à hauteur de l'impôt sur la société de 30%. 33% à l'époque en France. Bon, vous ne voulez pas être taxé. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vendez votre livre à votre succursale irlandaise pour 15 euros. Et ensuite, vous le rachetez à 20 euros. Enfin, la succursale le revend à 20 euros. C'est donc la succursale qui va faire les profits et vous n'allez pas faire de profit. Vous allez vendre à prix coûtant. Ce qui signifie que vous ne serez pas taxé en France. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Irlande, vous allez négocier avec le fisc irlandais ce qu'on appelle une tax rolling, c'est-à-dire un accord avec le fisc pour ne pas payer d'impôts. Et ça, c'était possible. Jusqu'à ce que la Commission européenne mette son nez là-dedans. Ce qui veut dire que vous avez à la fois une exportation de France vers l'Irlande à 15 euros, une importation ensuite, parce que vous vendez le livre des Français, donc une importation ensuite de l'Irlande vers la France de 20 euros, donc une balance commerciale qui va être déficitaire pour la France et excédentaire pour l'Irlande. Mais en plus, comme vous ne pouvez pas faire vendre et acheter la même chose, il faut que vous disiez qu'il y a une production en Irlande. Voilà, une valeur ajoutée. Donc vous faites apparaître 5 euros de valeur ajoutée en Irlande. Et 5 euros de valeur ajoutée en Irlande, eh bien en fait, c'est de la production industrielle. Évidemment, il n'y a pas un seul ouvrier en Irlande. C'est plus un problème d'imputation comptable. Exactement, c'est un problème d'imputation comptable. Mais le problème, c'est que c'est avec ça qu'on détermine la productivité, enfin c'est avec la comptabilité des entreprises qu'on fait les statistiques. On reprend la comptabilité des entreprises et puis on fait des statistiques de productivité de travail, de production, de valeur ajoutée et d'exportation, d'importation. Vous assistez au cœur de la présentation. Merci d'être resté plus longtemps. Donc, alors ici, il y a un autre cœur. Donc voilà, donc je vais vous parler de ça. Je voulais parler d'une dernière chose, avant de parler des solutions. Les effets d'agglomération, ce n'est pas que l'industrie, c'est aussi le travail. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, ça aussi, en regardant un peu dans les statistiques. Quand on regarde les migrations européennes, on s'aperçoit qu'elles sont très importantes, beaucoup plus que celles qu'on pourrait imaginer. Entre 2000 et 2017, il y a eu 2 millions de personnes. Le solde migratoire cumulé de la Roumanie, c'est moins 2 millions de personnes. La Bulgarie, moins 421 000. La Pologne, moins 200 000. Les États baltes, qui sont quand même tout petits, moins 800 000. On a des pays qui se dépeuplent, notamment dans les pays de l'Est. Pourquoi? Parce que les salaires sont faibles. On a des pays qui se peuplaient beaucoup avant la crise et qui commencent à se dépeupler après la crise. La Grèce a perdu 234 000 habitants entre 2000 et 2017. L'Espagne, 100 000. Le Portugal, 137 000. L'Irlande, même l'Irlande a perdu, oui, malgré ces chiffres faramineux. Oui, entre parenthèses, l'Irlande en 2015, officiellement, a eu 25,1% de croissance du PIB.
C'est les statistiques officielles d'Eurostat. Mais vous vous rendez compte que... Enfin, je veux dire, moi j'ai assisté à des conférences en économie avec des vrais économistes qui m'expliquaient à quel point la productivité du travail irlandaise était élevée. Et à quel point ce pays était magnifique, à quel point la politique économique était bonne. Mais je leur disais, mais vous appuyez votre raisonnement sur des chiffres faux. Des chiffres qui sont le produit de l'évasion fiscale. Et la seule chose qu'il a trouvé à me répondre, c'est mais enfin, Eurostat, c'est un organisme sérieux. Mais c'est pas la question. Eurostat, ils accumulent les statistiques que leur donne leur gouvernement. Ils ne vont pas aller voir les entreprises. Et même si on voit les entreprises, on va retrouver les mêmes chiffres. Parce qu'on ne peut pas distinguer le réel du virtuel. C'est ça le problème. Si vous n'êtes pas d'entreprise, vous ne voyez pas les salariés travailler vraiment, vous ne pouvez pas le savoir. Tous ces chiffres sont vrais, et en même temps, ils sont faux. Bref, je vous laisse réfléchir à ça. Donc, les pays... Alors, donc depuis 2010, ouais, les pays du Sud se dépeuplent. Et enfin, les pays du cœur, eux, se peuplent. Vous voyez, je ne vais pas de l'Allemagne, je dis 1 million, plus 1 million de personnes en 2015. Mais en fait, quand on fait le cumul de 2010 à 2017, plus 4 millions de personnes. On disait il y a quelques années que l'Allemagne était en déclin démographique. Et bien, je vous garantis, elle n'est plus en déclin démographique. Rien qu'avec l'immigration. Alors, sachant que cette immigration, ce n'est pas les réfugiés qui viennent de Syrie. C'est beaucoup d'Européens. Ces Européens-là qui vont en Allemagne. Et c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont compétents, qui sont travailleurs. Les Pays-Bas, plus 346 000, l'Autriche, plus 451 000, la Belgique, plus 381 000, 83 000. Évidemment, la France aussi a accueilli des migrants, hein, mais par rapport à la taille du pays, ça n'a rien à voir. Quand on regarde sur une carte les flux migratoires, il faut distinguer deux phases, la phase pré-crise et la phase post-crise. La phase pré-crise, on a un système assez simple de migration intra-européenne, des populations qui partent de l'Est et du centre de l'Europe centrale, et qui vont vers l'Ouest, et en particulier, vous voyez, en Espagne et en Irlande. Ce sont les pays qui ont eu une plus grande croissance migratoire en Europe entre 2000 et 2000. Vous voyez que l'Allemagne était un pays de faible immigration. C'était une période de crise en Allemagne, souvenez-vous. C'est les lois Hartz, c'est le moment où le taux de chômage était élevé, etc. Depuis 2008, si on prend la période 2009-2016, cette fois-ci, alors là, on a un système tellement inverse, où maintenant, on a les pays de l'Ouest qui se dépeuplent. Notamment l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, évidemment la Grèce, et les pays qui se peuplent. Alors vous voyez, l'exception c'est l'Italie, qui est sur les flux migratoires. Et clairement en Italie, contrairement en Grèce, hein, où les réfugiés ne restent absolument pas, ils partent immédiatement, en Italie ils restent. Ça fait d'ailleurs, ça fait partie des problèmes qui ont engendré la situation actuelle en Italie, hein, avec l'élection de la Lega et de les mouvements 5 étoiles. Bon, donc, pour conclure, en deux phases. La première phase, c'est la question du populisme. On dit, Emmanuel Macron dit, il faut lutter contre le populisme. Mais si on comprend les racines du populisme, pourquoi y a-t-il des pays qui sont tentés par le populisme? En réalité, il y a de nombreux pays qui sont tentés par le populisme. On le voit apparaître en Europe centrale, dans les pays d'Europe de Visegrad, de groupe de Visegrad, c'est notamment la Pologne et la Hongrie. Ce populisme, il est, de mon point de vue, le produit d'une crispation identitaire. Cette crispation identitaire, elle apparaît pour deux raisons. La première raison, c'est une forme de colonisation économique de ces pays. Je n'ai pas beaucoup pu insister, mais j'en ai parlé un peu quand j'ai parlé des investissements en Pologne. L'industrialisation de ces pays se fait souvent par rapport à des capitaux étrangers. Les entreprises qui, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, elles produisent pour les industriels de donneurs d'ordre, qui sont allemands ou autrichiens, qui sont d'Europe occidentale. Et donc il y a une forme de dépossession du patrimoine industriel de ces pays par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest. Ça, c'est la première crise. La deuxième crise, on vient de la voir, c'est la crise migratoire. Mais pas celle qu'on pense. Pas la crise où on accueille des réfugiés, des gens qui viennent des pays pauvres. Non. Pour les pays d'Europe de l'Est, la crise migratoire, c'est la disparition de leurs jeunes qualifiés qui vont chercher du travail mieux rémunéré dans l'Ouest. Et ça, c'est la conséquence
Les deux événements, d'ailleurs, sont la conséquence justement du marché unique. Libre circulation des personnes et du capital. On dit aux gens, ben, vous pouvez circuler librement, trouver le travail que vous voulez. Et vous croyez que les jeunes Polonais diplômés vont rester en Pologne? Ben non. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour la Pologne quand, ou pour la Roumanie qui a perdu 2 millions d'habitants, on voit des villes entières se dépeupler, où on voit qu'on va former des gens, payer leur formation à des jeunes, et ils vont partir. Derrière les départs des jeunes, il n'y a pas qu'une perte économique, il y a aussi une perte démographique. Ce sont des jeunes qui font des enfants. Donc là, il y a une vraie crise identitaire qu'on a totalement sous-estimée. Et de la part de ces populations, le sentiment de trahison des élites. Parce que les élites, elles partent. Elles partent aller chercher une meilleure fortune ailleurs. Donc, non seulement on est colonisé économiquement par l'étranger, par l'Allemagne, mais en plus, ils nous absorbent tout notre capital humain. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait Viktor Orban qui soit élu après, dans ces conditions-là. Vous voyez, l'Europe du Sud, le populisme apparaît en Europe du Sud aussi. Alors, Alexis Tsipras peut être considéré comme un leader populiste, en tout cas à l'origine. On va essayer de renverser la table, etc. Bon. Évidemment, le populisme, on peut parler aussi en Italie. On peut même parler du populisme espagnol, avec Podemos, même s'il n'est pas au pouvoir. Voire maintenant le nouveau parti extrême droite, Vox. Ce populisme d'Europe du Sud, pour moi, il est évidemment la conséquence, je l'ai dit, de cette période extrêmement dure qu'ont vécu ces pays sous tutelle de la Troïka. Et donc du sentiment d'inégalité au sein de l'espace européen entre les pays du Nord qui sont plus égaux que les pays du Sud, parce que ce sont eux qui sont les créanciers qui nous donnent des ordres. Là aussi, le sentiment d'être colonisé par les autres est un produit. Hein. Ce sont des pays qui étaient extrêmement pro-européens. Je parle de l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, et qui aujourd'hui sont devenus beaucoup plus eurosceptiques. Et c'est pas pour rien. Il y a eu la crise économique et la troïka entre maintenant et avant. Et puis enfin, parlons de la France. Alors bien sûr, on pourrait parler de la France et du populisme en parlant de Marine Le Pen, du Rassemblement National, éventuellement la France Insoumise, mais pour moi, le cœur du populisme français, il n'est pas là. Il est dans le mouvement des Gilets jaunes. Finalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement populiste. Alors, même s'il n'y a pas de leader, même s'il n'y a pas de parti politique constitué, on a une forme de révolte qui vient de la base et qui s'adresse aux élites. Et quelle est la demande des Gilets jaunes? Eh bien, en fait, c'est la justice fiscale. Et pourquoi ils veulent la justice fiscale? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir une fiscalité injuste. Et pourquoi il y a une fiscalité injuste? Bien parce que, depuis de nombreuses années, et ça s'est accéléré sous Hollande, on a posé comme stratégie économique de développement le principe d'attractivité fiscale. On va moins taxer tout ce qui est mobile, et on va plus taxer ce qui est immobile. Qui est immobile, les ménages et les classes moyennes. C'est eux qu'on peut taxer parce qu'ils ne vont pas se faire concurrence. Par contre, tout ce qui est imposition des entreprises, du capital, ISF, etc., tout ça, on va le taxer au minimum. Là, si on veut comprendre pourquoi est-ce que Emmanuel Macron mène cette politique et pourquoi François Hollande l'a initié auparavant, eh bien, il faut se dire qu'on est dans un environnement européen extrêmement concurrentiel où il faut attirer le capital et attirer le capital des autres. C'est ce que tout le monde essaye de faire. Le problème, c'est que pour attirer le capital, eh bien, il faut réduire les impôts sur le capital, et donc, quelque part, il faut compenser par augmenter les impôts sur les gens. Je vous montre ici l'évolution de la fiscalité des entreprises, ici, entreprises non financières, l'impôt total payé par les entreprises sur la valeur ajoutée, depuis 1978, et l'impôt sur les ménages et la consommation. C'est un là, c'est pas un même ici. Vous voyez que ça s'est accéléré, notamment depuis 2012. Entre une hausse très forte de la fiscalité sur les ménages, alors évidemment dedans il y a la taxe carbone, il y a les cigarettes, il y a le tabac, il y a aussi la TVA, il y a tout ça. Et par contre, bien, on essaie de baisser au maximum, notamment depuis la crise. Là on a clairement baisse de la fiscalité des entreprises et hausse de la fiscalité sur les ménages. Bon, et bien le mouvement des Gilets jaunes est le produit de ça. Et de ça, c'est produit de quoi? C'est produit d'un espace extrêmement concurrentiel qui est le marché. Bon, alors je termine très très vite. Je peux ou pas? Oui, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête à 8h30. C'est dommage que... Non, mais je voulais juste dire que... Non, mais la fin, c'est fini, en fait.
Je voulais juste dire que quelle réforme on propose. En fait, bon, le livre blanc sur l'avenir de l'Europe a été publié par Jean-Claude Juncker en mars 2017 et il propose un nombre de pistes. Alors, 5 pistes, plus ou moins d'intégration, plus ou moins forte entre les pays européens. Dans la continuité, on fait rien, etc., ou on fait le minimum. Bon. En fait, dans les 5 pistes que j'ai lues, dans toutes les pistes, il faut préserver le marché unique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ça. Et notamment, ce système est extrêmement concurrentiel. Autre projet, les réformes d'Emmanuel Macron. Bon, je ne vais pas les détailler. Et d'ailleurs, depuis, il a changé de projet, parce qu'il a publié ce matin une nouvelle tribune. En réalité, ces réformes d'Emmanuel Macron sont totalement irréelles. Mais il y en a une sur laquelle on peut dire 2 mots. C'est l'idée, alors c'est pas une idée à Emmanuel Macron, c'est une idée d'autres économistes en particulier qui disent, bon, vous avez bien compris que le problème c'est cette divergence économique et cette hétérogénéité de l'Europe. Donc il faut créer de la convergence. Pour créer la convergence, il faut avoir des flux financiers qui permettent d'aider les pays périphériques. Donc il faut un budget de la zone euro avec un montant d'argent suffisant pour compenser le déséquilibre. En fait, il faut mener une politique d'aménagement du territoire à l'échelle européenne pour que les pays périphériques ne soient pas désavantagés par le marché unique. Bon, le problème, alors, c'est le budget de la zone euro, ressources propres, ministre commun de finances, etc., harmonisation sociale et fiscale, etc. Bon, le problème, c'est que tout ça ne peut se faire que s'il y a la volonté des pays du cœur de payer pour les pays périphériques. Et ça n'existe pas en fait. Donc là, il y a un souci, parce qu'en fait, si la solution c'est de dire aux Allemands qu'il faut payer pour les Grecs, les Allemands vont dire bah non. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut obliger les Allemands à payer pour les Grecs? Vous voyez comment des pays se disloquent comme la Belgique, justement parce qu'ils ne veulent pas payer les uns pour les autres, ou l'Espagne avec la Catalogne. Donc à l'échelle européenne d'organiser ça, ça me paraît totalement utopique dans l'état actuel de l'Union européenne. Même si, bien sûr, d'un point de vue économique, ce serait peut-être la solution. Je dis peut-être parce que pensez que l'Italie, il y a un système fédéral, enfin, il y a un système de compensation. L'Italie du Sud est complètement subventionnée par l'Italie du Nord. Et quelles conséquences ça a? Un, ça n'a pas développé l'Italie du Sud. Et deux, ça crée du racisme. Parce que l'Italie du Nord dit, écoutez, c'est pauvres l'Italie du Sud, maintenant il faut, voilà, on veut s'en débarrasser, quoi. Enfin, et donc, en fait, cette solution mise en œuvre de manière extrêmement volontaire en Italie n'a pas réussi. C'est pour ça que je doute qu'elle puisse réussir à l'échelle européenne. Et en tout cas, il faut un budget extrêmement important. Conclusion, voilà, je ne suis pas optimiste. C'est pour ça que le premier livre qu'on a écrit s'appelle La fin de l'Union européenne. Le deuxième est plus neutre, exprès. On s'est dit, bon, on va essayer de faire croire qu'il y a des solutions. Mais en réalité, il n'y a pas de solution. Et au contraire, on parle du succès du portugais, on oublie que le Portugal fait du dumping fiscal et social sur le modèle irlandais. Que d'ailleurs le modèle irlandais va poser problème, c'est-à-dire parce que au fur et à mesure que tous les pays font du dumping fiscal, eh bien, on ne peut plus trop se démarquer. Quand tous les impôts sont à zéro, on ne peut plus faire grand-chose. Autre problème, on a des pays comme la Pologne et la Hongrie qui sont en train de sortir de l'ordre juridique européen. Enfin, je n'ai pas le temps de vous dire dessus, mais globalement, ils ont fait des réformes de la justice qui font qu'ils peuvent s'exonérer d'interpréter le droit européen comme ils le souhaitent. On a des ambiguïtés au niveau allemand, parce que je le disais tout à l'heure, ils ne veulent pas trop payer, ils veulent rester, ils veulent profiter du marché unique sans en subir les conséquences. Au bout d'un moment, ça ne veut plus marcher. Et puis le refus net de Jean-Claude Juncker d'un parlement de la zone euro, qui rajouterait un autre parlement sur le parlement, qui créerait une nouvelle légitimité démocratique, alors il y en a plus ou moins une avec le Parlement européen déjà existant. Bref, on a des pays qui ne sont pas d'accord, qui ont des intérêts divergents, et on n'a pas de solution praticable pour revenir en arrière. Évidemment, la solution praticable serait de rompre avec le marché unique, avec la logique de l'organisation de l'ensemble de l'Europe autour d'un marché qui est fondé sur la concurrence libre et non faussée. Là, ça veut dire refaire entièrement une nouvelle Europe. Et supprimer tout ce qu'il y a de celle-ci. Et notamment le marché unique. Mais le marché unique, c'est le cœur. Et donc, ça pose problème. Voilà, j'en arrête là, et si vous voulez, on peut débattre maintenant.
Parce qu'il y a évidemment plein de questions qui n'ont pas de venir. Alors, je te remercie, hein, parce que je pense que c'est vraiment fouillé. Il y a vraiment beaucoup de cartes, beaucoup de données, donc ça c'est vraiment très très précieux. Effectivement, ça serait bien de donner la parole peut-être dans la salle, ceux qui voudraient poser des questions ou bien intervenir. Est-ce que... Il a déjà posé une question là. Oui, c'était par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, sur le problème. Oui, celui-là, il doit être branché aussi, je pense. Oui. Par rapport donc entre guillemets, symboliquement, les pays les plus riches, notamment l'Allemagne, qui ne veut pas payer pour les autres. Mais quand il y a eu le problème de la réunification allemande au début des années 90, concrètement, à l'époque, c'est les pays les plus riches, à commencer par la France, qui finalement ont payé. Sauf qu'à l'époque, ça n'a pas posé de problème, parce que ça n'a pas été dit en tout cas en tant que tel. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière tout ça un problème, comme on dit aujourd'hui, de communication? Alors, c'est un peu rapide de dire que la France a payé pour l'Allemagne de l'Est. Alors, premièrement, les Allemands de l'Ouest ont beaucoup payé pour les Allemands de l'Est. Donc ça, je pense qu'il faut aussi prendre en considération. C'est aussi la raison pour laquelle ils ne veulent surtout pas payer pour la Grèce. Parce que les Allemands sont encore traumatisés de la réunification qui a été extrêmement coûteuse de leur point de vue. Ensuite, oui, il est vrai, on peut dire, mais c'est pas directement. La France n'a pas directement payé à l'Allemagne de l'Est. Vous dites aux Allemands, la France a payé pour l'Allemagne de l'Est, ils vont vous regarder du gros yeux, non, pas du tout. En fait, ils ont payé indirectement, parce que l'Allemagne, pour financer la reconstruction de l'Allemagne de l'Est, a eu des taux d'intérêt extrêmement, une politique de hausse des taux d'intérêt. Et la France a dû suivre cette hausse des taux d'intérêt. Et c'est ce qui a entraîné la crise de 92, la crise monétaire du système monétaire européen de 92. Et là, la France avait le choix. Soit ils restaient arrimés au Deutsche Mark, et ça pénalisait leur économie, soit ils quittaient le SME, et ils retrouvaient de l'air, mais du coup, eh bien, ils rompaient, le SME était détruit. Les Français ont donc décidé de rester dans les SME et de payer des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et donc, quelque part, ils ont payé le coût de la réunification, mais vous voyez, c'est le coût indirect. Voilà. Et je ne sais plus quelle était la question. Je disais qu'à l'époque, ça ne s'est pas su. Or, aujourd'hui, on en parle beaucoup, ça se sait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi un problème, comme on dit aujourd'hui, de communication? Oui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit vraiment aux Français qu'ils payaient pour l'Allemagne à cette époque-là. Et si on leur avait dit, ils seraient contre. Ils auraient été contre. Non, mais aujourd'hui, mais concrètement, il y a peut-être des, comment je veux dire, des gens, de manière générale, qui ont un petit peu intérêt à mettre de l'huile sur le feu derrière tout ça. Oui, mais si vous faites un... trouve un intérêt. Ok, si vous créez une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne, et que vous utilisez cette taxe pour les transactions financières pour financer le développement grec, par exemple, ou portugais, avec des investissements productifs, vous ne dites pas directement les Allemands payent pour les Grecs. Vous dites c'est les Européens qui payent pour les Grecs. Vous fédéralisez. Ça serait possible, mais il faut bien comprendre qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Après, les Allemands vont dire, mais ils reçoivent plein d'argent. Nous, on paye plein d'argent avec nos impôts. Par ailleurs, pour avoir, et là il y a un autre souci qui se pose, et concrètement pour avoir une fiscalité européenne, alors on a pensé à la taxe sur les transactions financières, on pense aussi, c'est aussi ce que disent certains économistes, à une part sur l'impôt des sociétés qui serait européanisée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui l'Europe ne lève pas l'impôt. Et elle ne lève pas l'impôt, donc elle n'a pas de fisc. L'administration fiscale lui permet de lever l'impôt. Si l'Europe commence à lever l'impôt, elle va vite devoir trouver des gens pour lever l'impôt. Alors elle pourrait dire, on va laisser les pays eux-mêmes lever l'impôt. Mais là, on ouvre la porte à un problème. C'est que vous voyez déjà que l'Irlande, ils ont déjà triché sur la fiscalité. Et largement, je veux dire, l'amende de 13 milliards d'euros qui a été infligée à Apple, qui n'a toujours pas d'ailleurs été payée, en 2016, c'est parce que le gouvernement irlandais n'a pas fait payer le taux d'impôt que Apple aurait dû payer. Si vous dites, c'est bien maintenant, c'est le fisc irlandais qui va collecter l'impôt pour les Européens, vous voyez tout de suite le conflit d'intérêts. Est-ce que le fisc irlandais va vraiment collecter l'impôt alors qu'il ne le fait déjà pas pour lui-même?
Comment fait-on pour contrôler le fisc irlandais? Il faudrait des super inspecteurs qui vont vérifier que les impôts européens qui vont vérifier que le fisc irlandais collecte bien l'impôt. Bon, au final, on se retrouve avec un fisc européen. On ne peut pas avoir de fiscalité si on n'a pas un fisc. Et donc, un fisc européen, ça veut dire que nos entreprises françaises vont être, par exemple, imposées par des inspecteurs, enfin, ouais, par des gens du fisc allemands ou portugais. Et là, il y a un problème de consentement à l'impôt, quoi. On tombe toujours sur le même problème. Est-ce que ce qu'on accepte, vous voyez, on appelle de payer l'impôt pour la France parce qu'on se sent français. Est-ce qu'on va accepter de payer l'impôt pour... C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de fisc européen, c'est parce que concrètement, ça pose problème. Voilà. Donc, je ne réponds pas vraiment à la question. Hein, mais... D'autres questions? Vous prenez un système où tout ce qui se passe en Europe. Donc évidemment, vous montrez qu'il y a une espèce de déficience à différents niveaux, au niveau européen. Mais alors, la mondialisation, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle n'existe pas pour vous, la mondialisation. Et ensuite, la crise de 2008 à 2010, elle n'est pas venue d'Europe, elle est venue des États-Unis. Et comment vous intégrez notre système, la crise, qui ressemble foutrement à celle en 1929. Et il y a eu des parallèles. Par exemple, il y a un chercheur du CNRS qui montre les parallèles à la fois économiques et idéologiques. Et certains n'hésitent pas à parler de partis néo-nazis ou de partis néo-fascistes. Parce que, oui, c'est peut-être aller trop loin, mais ça y ressemble. On est en ce moment quelque chose qui ressemble plus à 34 qu'autre chose qu'à 36. Vous comprenez que je ne peux pas tout dire, mais mon premier article, quand j'ai commencé à travailler sur la crise européenne, c'était justement une comparaison de la crise, de la crise financière américaine et la crise européenne. Et j'ai travaillé sur ces questions. Alors, et ce que j'ai découvert, c'est que certes la crise a été déclenchée aux États-Unis, mais en réalité la financiarisation et les dommages, on va dire, la financiarisation de l'économie européenne était du même niveau qu'elle était aux États-Unis. Concrètement, l'étincelle est apparue aux États-Unis, mais on avait le même potentiel de crise en Europe. Mais ça, je peux vous le démontrer, je peux vous faire toute ma présentation que j'ai faite. Les subprimes. Et bien oui, mais non, mais ça c'est un déclenchement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la crise s'est déclenchée, les subprimes sont déclenchés aux États-Unis, mais dès que la crise s'est déclenchée aux États-Unis, elle s'est immédiatement propagée. Et elle ne s'est pas propagée partout dans le monde. Elle s'est propagée beaucoup en Europe. La récession a été plus forte en Allemagne qu'aux États-Unis en 2008-2009. Pourquoi? Parce que, vous voyez, vous mettez une allumette sur une prairie desséchée. Voilà. Si ça part sur la prairie du voisin et que votre prairie est tout aussi desséchée et que ça arrive chez vous, c'est pas uniquement à cause du voisin. C'est aussi parce que vous avez des problèmes, vous avez aussi une prairie desséchée. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, quand on regarde les déclenchements de la crise, on ne peut pas dire que l'Europe est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Vous voyez comment le Japon s'en est beaucoup mieux sorti. Deuxième élément, quand on regarde les conséquences de la crise, je suis désolé, je peux vous montrer les chiffres si vous voulez, les graphiques. J'en ai des graphiques qui montrent la financiarisation européenne et américaine. Et les deux courbes sont totalement parallèles. Totalement. Et on arrive au même niveau à un moment de déclenchement de la crise, c'est-à-dire qu'on a une dette globale qui est égale à 350% du PIB, à la fois aux États-Unis et en Europe. Bon, voilà. Je peux vous montrer les chiffres si vous ne croyez pas, si vous le demandez. Voilà. Mais alors, le lien, c'est que, deuxième élément, c'est que les États-Unis, depuis la crise, s'en sortent beaucoup mieux que l'Union européenne. La croissance économique, ils ont retrouvé, ils n'ont pas mis longtemps, là aussi je peux vous montrer une comparaison de croissance économique, ils ont pas, en gros, ils ont mené une politique économique à partir dès 2009, de relance très volontariste, qui a fait qu'ils ont renoué avec la croissance dès 2010, et qui sont aujourd'hui à un niveau de croissance, enfin un niveau d'activité économique à l'échelle des États-Unis qui est supérieur qui est quasiment 2 fois supérieur à ce qu'ils... Enfin, ils ont une croissance qui est 2 fois supérieure à ce qu'on a eu en Union européenne
depuis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est trop facile de dire c'est une crise américaine, nous on n'est pas responsable de rien. Parce que, on avait le même problème de financiarisation excessive en Europe. 2, les réponses à la crise ont été bien plus efficaces aux États-Unis qu'en Europe. Donc l'Europe pêche pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle a été financiarisée comme les États-Unis, et deuxièmement parce qu'elle était, contrairement aux États-Unis, elle n'a pas réussi à mener une politique économique qui ont réussi à résoudre la crise. Alors ensuite, la mondialisation, la première question, je ne l'oublie pas, c'est une question extrêmement importante. Bien sûr, là je vous montre comme si l'économie européenne était une économie autarcique, sans qu'il n'y ait aucun effet de l'extérieur. Bien sûr, c'est faux. Les effets extérieurs sont extrêmement importants. Et je vous ai parlé de l'industrialisation. On ne peut pas comprendre la désindustrialisation européenne sans comprendre l'émergence des nouveaux pays industrialisés comme la Chine, qui, de fait, prennent des parts de marché. Je vais vous raconter un petit épisode, et vous connaissez peut-être. Lorsque, dans les années 2010, la Chine a commencé à produire à très bas coût des panneaux photovoltaïques. Ils ont inondé le marché européen. En fait, ils ont fait du dumping, c'est-à-dire qu'ils vendaient à perte les panneaux photovoltaïques. Les États-Unis ont immédiatement réagi en interdisant l'importation de ces panneaux photovoltaïques. Les Européens ont mis des mois, des années avant de réagir. Quand ils ont fini par réagir et interdire, l'industrie photovoltaïque européenne était dévastée. Donc, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que la mondialisation n'est pas un phénomène extérieur. Si on est victime de la mondialisation en Europe, c'est parce qu'on ne se protège pas. C'est parce qu'on ne cesse de nouer des traités de libre-échange qui nous interdisent d'empêcher les importations et qui nous interdisent d'empêcher le dumping fiscal, dumping commercial. La Chine est arrivée dans l'OMC avec l'accord des Européens. Les Européens ont considéré que la Chine était un pays capitaliste, alors que concrètement il y aurait beaucoup de choses à dire sur le système économique chinois. Et donc ils s'interdisent de contrôler les importations chinoises. Ils s'interdisent de mener une politique protectionniste. Il est inscrit dans les traités que la politique commerciale de l'Europe est libre-échangiste. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la mondialisation est un effet des politiques européennes. Ce n'est pas un effet extérieur. La mondialisation, c'est est-ce que j'ouvre mes frontières, et dans ce cas-là, je suis perméable aux importations, ou est-ce que je les contrôle? Je ne dis pas je les ferme, et j'ai une politique protectionniste. Mais la Chine ne ferme pas ses frontières. Bien sûr qu'elle ferme ses frontières. C'est un des pays où il n'y a pas de libre circulation de capital. Vous ne pouvez pas investir en Chine comme vous voulez, contrairement à d'autres pays. Ah, bien sûr, c'est bien une fermeture des frontières. Pas une fermeture, un contrôle des frontières. Les Chinois, c'est le seul pays, c'est un des seuls pays des grandes puissances économiques qui n'a pas de libre circulation de capital, contrairement à l'Europe, aux États-Unis et ailleurs. C'est pas un pays capitaliste, la Chine. C'est un pays dont l'économie est entièrement contrôlée par non pas par l'État, mais par le Parti communiste. Hein. Donc, mais bon. C'est ça. Vous voulez un match? Avec potentiellement la perspective du Brexit, est-ce que vous pensez justement que le Royaume-Uni pourra profiter de plus d'opportunités en se séparant de l'espace unique européen ou pas? Oui, non, ça marche. Oui, ça marche. Il faut que je parle un peu plus près. La question britannique est une question difficile. Pourquoi? Parce que s'il y a... D'abord, si l'accord tel qu'il est constitué fait que si les Britanniques le signent, il n'y aura pas de changement fondamental au niveau économique. Globalement, les Britanniques devront rester quasiment dans l'union douanière. Pas complètement, mais au niveau des biens, par exemple, ils resteront dans l'union douanière. L'Irlande du Nord restera dans le marché unique. Et donc, ils ne pourront pas nouer des traités commerciaux comme ils l'entendent. Ils devront continuer de respecter les règles commerciales européennes et ils seront soumis encore à l'accord de justice de l'Union européenne. Donc, ils auront recouvré un peu de marge de liberté, hein, ils ont de liberté de pouvoir gérer leur économie comme ils veulent, mais pas complètement. S'il y a un no deal, alors, bien sûr, de fait, no deal, pas d'accord, donc ils pourront